Bonjour Madame la Ministre. Donc, ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation à conclure le Forum Santé 2025 du groupe Les Échos. Vous étiez venu débattre ici même, il y a quelques mois, en mars dernier, sur la recommandation 2023 du think tank Économie Santé du groupe Les Échos Le Parisien, dont justement l'objectif est de proposer une nouvelle méthode, les précédentes ayant de fait échoué, pour impliquer et responsabiliser simultanément et globalement tous les acteurs de santé sur chaque territoire avec un financement dédié, et tout ça en marquant une rupture. Alors, vous avez bien avancé et depuis mars dernier, vous n'avez pas ménagé votre peine, mais n'y a-t-il pas encore que de nombreux freins et blocages qui persistent et qui handicapent le développement de la coordination et des coopérations des professionnels de santé pour un meilleur accès aux soins et une meilleure médecine plus sobre, point d'interrogation. Les CPTS marquent un peu le pas, les PPL, les propositions de loi parlementaires, risquent et valent tout, suscitent inquiétude et parfois vive réprobation de la part des professionnels de santé. Les contours des missions des professionnels de santé qui doivent évoluer ont du mal à évoluer. La négociation conventionnelle des médecins avec l'assurance maladie a pour le moment échoué, donc rien n'est encore gagné. Mais cela dit, vous avez remporté une grande victoire qui en appelle certainement d'autres. Les pharmaciens peuvent désormais prescrire en cas de cystite ou d'angine après avoir réalisé un test diagnostique. C'est un sujet qui vous tenait à cœur. Et c'est vrai que ça n'a pas provoqué énormément d'émoi parmi les autres professionnels de santé, donc on peut penser que c'est formidable. Alors, notre question, qui est votre sujet de mise, comment alors mobiliser et responsabiliser tous les acteurs de santé sur un même territoire? Est-ce que c'est l'objectif des CNR santé territoriaux, dont on n'entend plus beaucoup parler? Et on est ravis que vous soyez là et que vous ayez échappé à ce vent cet été-là qui fait qu'on a perdu deux de vos collègues. C'est passé à ça, hein. Oui, vous avez baissé la tête au bon moment, c'était parfait. Voilà, on vous laisse conclure. Alors dites-nous où vous en êtes un petit peu, parce que vous étiez très enthousiaste sur notre recommandation, vous vous souvenez, et puis on a l'impression quand même que cette histoire de coalition sur un territoire, de professionnels de santé, etc., c'est difficile quand même, ça avance difficilement alors que c'est sûrement la solution. On vous écoute. Bonjour à tous. Alors c'est toujours difficile de conclure quelque chose auquel on n'a pas assisté, donc... En fait, vous me proposez, si j'ai bien compris vos propos liminaires, de revenir sur ce que j'ai dit au mois de mars et de voir où j'en suis aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt ça l'objet de ce que vous me demandez de faire. Alors, vous dire que je suis toujours aussi enthousiaste qu'au mois de mars, et je ne partage pas votre pessimisme et je ne partage pas l'analyse de ce que nous avions échangé. Et je crois pouvoir dire que nous étions assez raccords entre vos préconisations et l'idée que je me faisais de la mission qui était la mienne, ou plutôt l'idée que je me faisais du ministère qui était le mien, qui n'existait pas. Ce matin, j'étais à Reims et j'ai échangé avec des infirmières en pratique avancée libérales. Et en fait, j'ai proposé à une des dernières intervenantes de devenir ambassadrice de la conception de ce que on faisait sur l'innovation dans les territoires, car elle résumait à elle-même ce qu'on s'était dit, et je conclurai avec ça tout à l'heure. Si j'oublie, faites-le moi rappeler. En tout cas, nous étions vus, et j'avais dit que la création de ce ministère, c'était de la part du président de la République et de la première ministre, une des conséquences de ce que la crise sanitaire nous avait enseigné. C'est-à-dire que les territoires, l'organisation à partir des territoires, c'était sans doute la solution. Moi, j'en suis intimement convaincue, et plus je vais dans les territoires, plus j'en suis convaincue. Et c'est cette machine renversée, cette façon de travailler renversée, que nous sommes en train de mettre en application. Les ARS, qui sont, j'allais dire, les effecteurs dans les territoires de la politique de santé, ont d'abord obtenu un pouvoir de dérogation il y a quelques mois que la Première ministre leur a donné, et sont clairement en train aussi de se mettre dans ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on travaille avec les acteurs des territoires. Alors, tout n'est pas gagné, hein, mais comme ce matin, je n'ai entendu dire que du bien des ARS, je me dis, je vais le retransmettre quand même. Mais tout n'est pas gagné, mais on voit bien que cette machine, elle s'inverse. C'est-à-dire que avec les territoires, à partir et pour les territoires, on arrive à mettre des solutions en place, parce que je l'avais déjà dit au mois de mars, et plus ça va, plus je le pense, aucun territoire
aucun territoire ne ressemble à aucun autre. Et donc, ce qui a été fait depuis 2 années, que se dire que la solution identique qui s'applique de façon unilatérale sur tous les territoires, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. J'avais parlé à l'époque du lancement des CNR. Ces CNR, ils ont permis d'organiser de mémoire plus de 427 réunions, 18 000 élus professionnels citoyens y ont participé, et on a fait émerger 379 projets plutôt phares. Ces CNR territoriaux, ils vont continuer à exister. Ça va être plutôt l'instance de démocratie, j'allais dire, sanitaire à l'échelle des territoires qu'il va falloir continuer à organiser et à faire vivre. Pour avoir participé à beaucoup d'entre eux, ces CNR, ils ont un avantage. C'est qu'ils ont appris aux élus, aux professionnels et aux citoyens à se connaître et à changer. Et parfois, ils ont même appris ce qui se passait sur certains territoires. Donc, on va continuer à faire vivre ces espaces-là. Je vous avais parlé à l'époque de mon envie qu'on partageait de créer, moi j'avais appelé ça des groupements de santé territoriaux. La PPL Valtou, qui a été votée à l'Assemblée nationale, crée les CTS. C'est exactement ça. C'est comment, à l'échelle d'un territoire, on met tous les acteurs autour de la table et on les fait travailler ensemble. Ce qui s'est fait à marche forcée pendant la crise sanitaire et qui a montré que quand on mettait autour de la table le public et le privé, l'hôpital, la ville et le médico-social, on arrivait à s'organiser. Une fois que la crise est terminée, on ne le fait plus. Donc on l'institutionnalise et c'est ce que les CTS vont permettre de faire en mettant les collectivités territoriales qui doivent aussi accompagner l'enjeu autour de l'attractivité de la santé. Donc on voit bien qu'on a avancé. Les CNR vont s'installer et il y a encore des territoires où les CNR sont très actifs. Il y en a encore eu quelques-uns en Normandie il n'y a pas longtemps, en Occitanie. Donc ça continue à vivre. Les CTS, une fois que la PPL passera au Sénat, seront mis en place. Donc voilà déjà 2 choses sur lesquelles on a avancé. Il y avait toute une question et une réflexion qu'on avait sur l'attractivité des métiers. Là, c'est pas gagné, mais on avance. On avance. Ce matin, le débat avec les infirmières de pratique avancée libérales, pour lesquelles on a du mal à trouver leur place dans le système de santé, on voit bien à quel point, d'abord, c'est un sujet d'attractivité pour l'évolution même de la carrière lorsqu'on est infirmier ou infirmière, et que cette pratique avancée, notamment grâce aux avancées faites lors de la PPL RIST, cette fois, on voit bien que les compétences qu'on va pouvoir transférer aux professionnels que sont les infirmières en pratique avancée, en accès direct dans le cadre de cet exercice coordonné, vont aussi permettre de faire avancer la prise en charge de nos concitoyens. Tout ça s'organise et vraiment tout ça, brique par brique, est en train de se mettre en place. Alors vous avez parlé de la cystite de Madame Michu. C'est pas une victoire, c'est pas un combat contre. Je ne crois pas qu'il faille le placer sous le signe d'une victoire. Ce que je retiens de ces 14 mois, c'est que la prise de conscience que nous allons réussir à répondre à la problématique de la démographie des médicales, elle ne passera que si tous les professionnels apprennent des compétences des uns et des autres et les respectent, et que si tous les professionnels ensemble arrivent à faire évoluer, j'allais dire, le travail ensemble et coordonné. Mardi, j'étais devant les libéraux de santé. Je vous avais confié une mission, je vous demanderai où vous en étiez, parce que vous m'avez confié une mission, moi je vous en ai confié une au mois de mars. Libéraux de santé, je leur ai dit, quand ce sont les parlementaires, via des PPL, qui parlent d'élargissement de compétences, on voit bien que ça crispe. Quand c'est le gouvernement, ça crispe encore plus. Et bien, puisqu'ils étaient tous réunis là, je leur ai dit, moi je vous inverse la balle, maintenant c'est à vous de nous faire les propositions. Vous êtes tous là, toutes les professions étaient réunies, faites-nous des propositions. Qu'est-ce que vous acceptiez comme bouger des compétences des uns et des autres? Ils se sont mis d'accord pour travailler, pas pour faire des propositions, hein, pour travailler. Mais je pense que c'est important parce que la prise de conscience, elle est là. Elle est là et c'est nécessaire. Parce que le mur démographique qui est devant nous, il est là, on le sait.
La suppression du numerus clausus apportera des réponses au mieux dans 8 ans. Je dis au mieux, et on n'est pas sûr. Parce que l'évolution sociétale dont on parle tous fait que le médecin qui part en retraite avant la crise sanitaire, il en fallait 2,2 pour le remplacer, maintenant il en faut 3. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment anticipé cette évolution sociétale sur la relation au travail post-crise sanitaire. Donc cette organisation qui est en train de se mettre en place, cette prise de conscience qu'on doit travailler ensemble, avec, je le redis, puisque je vois des jeunes étudiants en médecine dans la salle, le médecin pierre angulaire du système de santé. Ce matin, un infirmier m'a posé la question en me demandant si nous n'étions pas pris en otage par les médecins. C'était dur comme réponse à cette question-là. Moi, je ne crois pas. Je crois que notre système de santé repose sur le médecin. Et je crois qu'il faut conserver ça. J'en suis vraiment intimement convaincue. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'on ne répond pas et on ne peut pas répondre en l'état actuel des choses. La solution, c'est donc que les médecins, c'est là où mon verbe va être... que les médecins, alors je peux dire, acceptent, apprennent, veulent, c'est un peu tout ça à la fois, à travailler avec les autres professionnels en restant, j'allais dire, le chef de file de la prise en charge du patient. C'est ça l'objet. On n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. Et les autres professionnels doivent aussi faire la même chose dans leurs compétences. C'est ça l'objet, c'est que chacun doit apprendre à faire des bougées. Vraiment. Et là, je sens qu'on est à ce moment-là. Et là où je suis rassurée, vous l'avez dit, je fais beaucoup de déplacements, j'ai dû faire plus de 150. Dans les territoires, ça se fait naturellement. Et c'est ce qui me rassure. C'est pour ça que je pars beaucoup de Paris. Comme ça, je suis très rassurée, je reste optimiste. C'est ce qui me rassure. Ce matin, quand j'entendais une IPA dans le cadre d'une CPTS qui dit « Je suis dans une petite commune, le médecin part, on se retrouve avec une file active de 1500 patients, 100 médecins à 70 km, comment on fait ?» Ils ont réussi à s'organiser avec le médecin qui était à 70 km, avec l'ordre départemental des médecins qui a validé un modèle d'organisation, et la prise en charge, elle se fait. Et moi, je dis chapeau bas. Et en fait, c'est ça. L'ARS a accompagné la prise en charge des indemnités kilométriques. On arrive à faire des choses. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est s'adapter. Et une fois qu'on aura créé cette culture du travail ensemble, et lorsqu'on aura plus de médecins, ça va finir par arriver, le travail de tous sera plus facilité. Vraiment. Et donc là, on est au moment où c'est compliqué parce que c'est au moment où ça change. Alors, les bras, on croit sur la poitrine, c'est comme ça. Non, mais voilà. Et on accompagne ça. On accompagne, et c'est là où l'État facilitateur et accompagnateur, c'est aussi un peu un changement de logiciel. Et c'est ça qu'on fait. On le fait avec les 4 plans que j'ai pu annoncer en fin d'année, avec des solutions pragmatiques qui accompagnent les professionnels et qui permettent à nos concitoyens d'avoir des réponses. Le plan 4000 maisons de santé pluripro, c'est ça. On accompagne les professionnels qui souhaitent et surtout qui veulent travailler ensemble. L'État accompagne les professionnels, accompagne les collectivités, j'allais dire dans la faisabilité, mais aussi en mettant des moyens financiers. Il nous faut développer 400 maisons de santé pluriprofessionnelles d'ici à fin 2027 pour arriver à l'objectif des 4000. Là aussi, on y met des moyens, mais parce qu'on sait qu'un médecin dans une maison de santé pluriprofessionnelle, parce que l'exercice est coordonné et facilité, parce qu'il y a des infirmières azalées, parce qu'on va y mettre des assistants médicaux, parce qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent accompagner la prise en charge du patient, voit en moyenne 120 patients de plus par an. C'est chiffré, c'est des statistiques, c'est comme ça. Donc on va développer ça, et parce qu'en plus, les professionnels nous demandent. Tous les professionnels que je vois me demandent de l'interpro. C'est bien, parce que ça devient déjà en soi une demande formulée.
On va accompagner avec les 10 000 assistants médicaux. Un assistant médical permet de libérer du temps médical pour le médecin, 2 consultations par jour, c'est pas rien, 2 consultations par jour, et permet aussi aux médecins une meilleure qualité de vie au travail, parce que la charge administrative est prise en charge par l'assistant médical. Troisième plan, les fameuses CPTS dont vous avez dit qu'elles peinaient à se développer. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux totalement. J'ai lancé le Tour de France des CPTS justement pour comprendre les freins et pour en définir des leviers. Le président de la République nous a demandé à ce que la France soit couverte à la fin de l'année à 100% par les CPTS. On va essayer d'y être. On est à 76% de la population qui est couverte. Le plus dur, c'est toujours le dernier kilomètre et les derniers habitants. Mais là où ce Tour de France a montré quelque chose d'intéressant, c'est que nous avions enfin le bel outil pour permettre aux professionnels de travailler ensemble. Tous les professionnels qui se sont lancés volontairement, librement dans cette aventure, ils disent qu'ils y trouvent un intérêt dans le cadre de leur exercice au quotidien et dans le cadre de leur prise en charge du patient. Et donc, on va accompagner ça. L'État y met vraiment beaucoup de moyens financiers. Aucun professionnel n'a dit qu'il n'y avait pas les moyens financiers de développer les CPTS. Charge à nous de ne pas empiler mission sur mission aux CPTS, mais de laisser les professionnels, à l'échelle de leur territoire, s'approprier l'outil et le faire vivre. Moi, j'ai vu des CPTS, alors je ne vais pas les citer parce que je vais me faire des ennemis si je commence à les citer, mais dans des territoires assez extraordinaires. Assez extraordinaires. Et là où ça ne marchait pas, on a essayé de voir pourquoi ça ne marchait pas et de proposer un plan qui permette de les développer, parce que je le redis, nous croyons vraiment à cet outil, et les professionnels, eux aussi, y croient. Donc on va accompagner ça, ça c'est le troisième plan. C'est à la fois, ce plan-là, c'est aussi permettre aux professionnels de s'organiser entre eux, de se connaître. Ça permet aussi à certains professionnels de se sentir un peu moins isolés, de partager des échanges de bonnes pratiques, de se former en interpro, parce que c'est aussi ça l'objet. Ça permet aux médecins généralistes d'avoir accès à ce que je crois beaucoup, à la téléexpertise dans certains territoires. Donc les CPTS permettent vraiment beaucoup de choses. Et puis le quatrième plan, c'est le dernier kilomètre, c'est les 100 médicobus à fin 2024. C'est aussi comment on accompagne dans les territoires dans lesquels on sait qu'aucun professionnel n'ira s'installer, et à partir d'un endroit, d'une EMSP, à partir d'un centre de santé, à partir d'un cabinet de groupe, des professionnels vont dans les territoires les plus reculés. Je suis allée inaugurer un dentobus. Un dentobus. C'est intéressant, un dentobus. C'est intéressant. D'abord, il était dans un petit village où jamais un dentiste n'ira s'installer. Où, par contre, on sait que les besoins en soins dentaires pour les citoyens étaient importants. Et l'intérêt de ce dentobus, c'est qu'à l'intérieur, il y avait un dentiste retraité. Il y avait un dentiste. Bon, il était retraité, c'est une qualité. Mais il y avait un dentiste. Et il avait 2 internes. Donc, à la fois, il y avait l'intérêt du aller vers, et il y avait l'intérêt de la formation et de la transmission. Et je peux vous assurer que le maire de la commune dans laquelle j'étais était très heureux d'offrir ce service. Donc, là aussi, le cahier des charges qui sera publié dans les jours à venir, l'idée, c'est de faire un cahier des charges qui réponde, d'abord, il faut qu'il y ait un professionnel de santé. On va accompagner avec des moyens. C'est des moyens financiers que l'État mettra pour déclencher, mais on laisse aux collectivités, aux porteurs de projets, une liberté de construire eux-mêmes. C'est un peu ça notre philosophie, c'est d'être des accompagnateurs et des facilitateurs. Je crois que c'est peut-être un changement de paradigme qui se met en place, et on voit bien qu'on apporte des réponses concrètes à la fois à nos concitoyens, à la fois aux professionnels de santé. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, et un jour ou l'autre, ça finira par porter ses fruits. Nous en sommes convaincus, mais ce que je vois, je le redis, dans les territoires me laisse plutôt raisonnablement optimiste sur ce moment où ça change. Alors, tout n'est pas rose, pas comme moi. Tout n'est pas rose.
vous l'avez dit, les négos conventionnels ont échoué. Elles arrivaient sans doute à un moment où peut-être c'était un peu plus compliqué. Mais il faut apprendre de ces échecs. Et de toute façon, un échec n'est jamais bon pour personne. Il n'est pas bon pour l'institution qui a mené les négociations. Il n'est pas bon pour le gouvernement. Il n'est pas bon pour les professionnels. Et in fine, il n'est pas bon pour nos patients et nos concitoyens. Donc, faut retenir de ces échecs, faut en tirer certaines leçons. Et le ministre l'a annoncé devant les libéraux de santé. On va essayer de reprendre assez rapidement, enfin la CNAM va essayer de reprendre assez rapidement les négociations. Donc assez rapidement, chacun y met la définition qu'il y veut. Mais l'idée, c'est vraiment de se relancer dans ces négociations avec, comme objectif de se dire que on doit apprendre de nos échecs et essayer d'avancer parce qu'on partage, j'en suis intimement convaincu, la même finalité, c'est répondre aux besoins de santé de nos concitoyens avec cette équation qui est la population et le mur démographique, on le connaît. Le mur démographique des professions de santé, on le connaît aussi. Une population qui vieillit, des maladies chroniques qui vont augmenter. Et donc, comme je le disais, on va faire avec les moyens du bord, mais avec la volonté qui est celle d'avancer. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier ce qui nous tient tous aussi. C'est que notre pays a fait le choix, il y a longtemps, de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est quoi? C'est la solidarité. Et donc, tous les ans, on vote un budget qui s'appelle le PLFSS. Le PLFSS, c'est 5 branches, environ 600 milliards et 250 milliards pour la santé. 250 milliards qui servent à quoi? À payer les salaires, à rembourser les consultations, à rembourser les médicaments et à rembourser les actes faits par vous tous les professionnels. C'est ça. Et donc, on doit trouver cet équilibre entre conserver cette promesse républicaine et cette belle promesse républicaine qui repose sur la solidarité qu'est la sécurité sociale, répondre à cet enjeu démographique important de consommation et de nécessité et de besoin de consommation de santé, et répondre à la nécessité qui est celle que vous, certains d'entre vous, tout le monde d'ailleurs a le droit, c'est avoir des revenus qui correspondent et une tarification d'un acte qui corresponde à quelque chose. Voilà, c'est tout ça, et c'est une équation pas si simple, mais je le redis, pour avoir l'occasion d'être allé dans quelques pays il y a quelque temps, beaucoup d'étrangers nous envient notre système de sécurité sociale. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que je vois bien que lorsqu'on réfléchit à son échelle individuelle, parfois ça ne paraît pas beaucoup, mais n'oubliez pas que lorsqu'on réfléchit au niveau national, c'est autant de multiplication. Et donc, peut-être que 1,50 €, je vais me faire beaucoup d'amis quand je vais dire ça. Non, mais c'est pas dangereux, mais je ne vais pas discuter sur le fait, est-ce que c'était insultant, pas insultant, c'est pas ça l'objet, mais malgré tout, c'est 800 millions. À chaque fois, il faut se replacer. Lorsque la Première ministre annonce des mesures importantes sur la révolution de nuit, c'est 1 milliard. Donc la valeur de l'échelle, c'est celle-là. Donc il faut trouver le bon équilibre entre ce qui est juste à titre individuel et l'impact collectif que ça a. Et je le dis parce que je l'apprends au quotidien et ça me paraît important aussi de le redire parce que j'avais envie de le dire d'ailleurs. Voilà ce que je pouvais dire. Vous avez avancé, vous, sur le médecin de demain, le cabinet de demain? C'était un petit peu ce que je vous avais demandé aussi de faire. J'avais aussi de l'intelligence artificielle. On avait un jeu sur. On va se consacrer à l'intelligence artificielle et au numérique en santé. On s'aperçoit que, alors on a eu des avis au cours de la journée très différents. D'un côté, la délégation du numérique en santé, ça marche bien et demain ça va être formidable. Et puis de certains professionnels, en particulier à Curie, c'est plus difficile quand même. Donc voilà. Donc il y a un vrai sujet des usages et même ce que j'avais dit à Thomas Fatome, c'est même dans le rapport chargé produit de l'assurance maladie.
maladie, on voit bien que le numérique en santé, c'est pas assez évalué, c'est pas financé, c'est pas assez utilisé, il n'y a pas les usages, etc. Il propose de prioriser un peu toute cette effervescence, et même peut-être, et ça a été repris par Isabelle Adno aussi, de mettre un label sur les outils numériques pour donner un peu de la confiance et clarifier un peu le sujet. Donc voilà, on y travaille, on y avance, et on vous invitera en mars prochain sur ce sujet. Sur le sujet de l'intelligence artificielle, enfin, j'ai pas envie de parler d'intelligence artificielle, plutôt de tous les outils numériques. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit, oui, il n'y a pas que l'intelligence. Non. C'est un mode. Faut pas limiter à ça, mais et on le voit bien là aussi, l'innovation est quelque chose qui doit nous amener. Je crois que c'est Isabelle qui disait, ça doit nous amener à aider à. Je pense que c'est important de se dire que les métiers de la santé, ça reste des métiers qui sont humains et que ça doit devenir une aide. Voilà. J'ai vu un truc assez extraordinaire avant-hier. Je le partageais. Alors, c'est pas ChatGPT, je le dis tout de suite, mais dans le cadre une start-up qui est venue me montrer ça. Un médecin qui fait sa consultation à voix haute. Et le petit logiciel l'enregistre et fait tout de suite le compte-rendu. Un compte-rendu assez extraordinaire. Hein. Nabla. Alors donc j'ai fait le malade et donc j'ai eu une consultation. Vous souffriez de quoi? J'avais une migraine. Un truc. Ça arrive. Ça arrive, oui. Ça je vous confirme. Mais c'était assez intéressant. Le médecin qui était là me posait les questions et le compte rendu en direct se faisait. Et en termes de qualité de travail pour le médecin, c'est quand même très intéressant. En termes de qualité de consultation pour le patient qui ne voit plus le médecin s'énerver à taper sur son clavier, c'est assez impressionnant. Le médecin qui était là, qui l'utilisait depuis quelques temps, dit « Je ne sais pas si ça me fait gagner du temps médical. » Mais en tout cas, de la qualité du confort au travail, c'est déjà beaucoup. C'est assez intéressant. Donc on voit bien qu'il y a plein d'outils qui se développent, mais qui doivent consister à être des aides à. Parce que je pense que tous ces métiers de la santé sont profondément humains, ils doivent le rester. Donc c'est pas du ChatGPT, cette affaire, mais c'est un outil. Hein. C'est intéressant. Voilà. Donc le message, c'est que vraiment tout se met. On sent que l'enjeu de redonner du sens, de la fidélisation, parce que c'est l'urgence des professionnels en place, pour pouvoir redonner de l'attractivité aux métiers sur lesquels on travaille. Je ne vais pas vous dire que c'est le paradis et qu'on sent que la spirale qui était négative complètement commence à s'arrêter. Donc quand on s'arrête, faut faire en sorte que ça reparte dans le bon sens, que ça ne reparte pas dans l'autre sens. Et puis après, on pourra vraiment, et je le redis parce que je le pense intimement, il faut que nous arrivions individuellement et collectivement, et je l'avais déjà dit la dernière fois, mais à parler positivement de tous ces métiers, parce qu'il faut donner envie à tous ces jeunes de s'y engager. J'étais à Bordeaux lundi, la semaine dernière, pour la rentrée des premières années infirmières. C'était assez intéressant de voir leur enthousiasme. Et cet enthousiasme-là, il faut leur faire garder jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a lancé beaucoup de chantiers sur la santé des professionnels de santé, dont vous avez parlé ce matin, parce que je vois Alexis qui est là. Il nous a dit tout ce que vous allez dire dans quelques jours. Alors, il doit avoir l'intelligence artificielle parce qu'il doit savoir ce qu'il y a dans mon cerveau, mais c'est très compliqué ce qu'il y a dans mon cerveau. Il est très très fort. Il est très très fort, oui, ça je sais bien. Il y a tout un enjeu aussi sur un plan que je présenterai avec Aurélien Rousseau dans les jours à venir sur la sécurité des professionnels de santé, qui est pour moi aussi un enjeu majeur, qui sont des choses sur lesquelles on doit pouvoir avancer. Et puis, moi je pense aussi qu'on a tout un enjeu pour le coup populationnel à faire en sorte que nos étudiants en santé soient bien, parce que ce sont les futurs professionnels de demain. Et donc, on va avec les étudiants en santé, j'en ai vu certains il y a quelques jours, je verrai les autres, j'ai vu les médecins il y a quelques jours, je verrai les autres dans les semaines à venir. Et là, pour le coup, on va traiter de la population étudiante en santé spécifiquement, parce que ce sont les futurs professionnels de demain, il faut qu'ils rentrent bien dans le cadre de leur exercice professionnel. Donc, vous voyez, vous dire qu'on avance. Tout n'est pas rose, tout n'est pas réglé. Ce serait stupide de ma part de vous le dire, mais que tout se met en place. Et que tout se met en place. Et ce qui se met surtout en place, c'est cette machine qu'on a inversée sur le fait que nous devions, je le redis, être des accompagnateurs de projets,
des facilitateurs, ce qui ne veut pas dire que l'État ne prend plus la place qu'elle doit prendre dans les projets, mais les faire à partir du bas et les accompagner. Et ça marche parce que les professionnels n'ont pas attendu que ça vienne du haut pour le faire. Et donc l'idée, c'est que comme les deux vont se rejoindre, eh ben, on va y arriver. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de tous ces propos. Merci.